Bonjour à tous. Je m'appelle Mike Weaver. Je suis chef du service de traumatologie orthopédique au Brigham Women's Hospital et professeur agrégé d'orthopédie à la Harvard Medical School. Je vais vous parler aujourd'hui de la radiologie et de la prise en charge aiguë des fractures de l'anneau pelvien. C'est donc de cela qu'il s'agit. Que fait-on lorsqu'une telle situation se présente à l'hôpital? Comment évaluer ce patient et quelle est la prise en charge initiale? Je parlerai un peu de la fixation définitive, mais il s'agit surtout de ce qu'il faut faire au cours des premières heures et de la première journée pour aider à stabiliser et à traiter ce patient. Les fractures pelviennes peuvent être intimidantes, et elles mettent la vie en danger. Et il y a beaucoup de voies différentes dans leur traitement. J'espère donc pouvoir parler aujourd'hui un peu de l'anatomie du bassin, de la classification des fractures de l'anneau pelvien, y compris la radiologie des fractures du bassin et de l'acétabulum, et ensuite de la prise en charge initiale. Lorsque nous parlons de prise en charge initiale, nous pensons à trois choses qui vont vraiment ensemble, à savoir la réanimation du patient, la stabilisation du squelette, dans ce cas, la réduction de la stabilisation du bassin. Puis une forme de contrôle des hémorragies pour prévenir les saignements, en particulier chez les patients dont l'état hémodynamique est instable. Comme vous le savez, le bassin osseux est formé de deux os homologues qui sont reliés à l'arrière par le sacrum. L'anatomie ligamentaire est toutefois plus importante que l'anatomie osseuse lorsque l'on pense aux lésions de l'anneau pelvien et à la stabilité du bassin. À l'avant, il y a la symphyse pubienne, qui est une structure assez faible et qui est généralement la première à céder en cas de lésion ligamentaire du bassin. À l'arrière, on trouve des ligaments très solides qui forment le complexe sacro-iliaque. Il y a le ligament sacro-iliaque antérieur qui est un peu plus faible. En arrière, des ligaments très solides, le complexe ligamentaire sacro-iliaque postérieur et la partie postérieure des articulations sacro-iliaques forment vraiment la clé de voûte du bassin. Il est donc très important de se concentrer sur la rupture de l'anneau pelvien postérieur et sur toute rupture de ces ligaments. La partie postérieure des articulations sacro-iliaques est un complexe ligamentaire très solide. En avant, il y a un espace articulaire, mais en arrière, vous avez ces ligaments très solides qui maintiennent le bassin ensemble. À l'anatomie osseuse s'ajoute l'anatomie vasculaire. C'est pourquoi ces blessures peuvent mettre la vie en danger. La face postérieure du bassin est très riche en sang. Il y a les gros vaisseaux sanguins, les artères et les veines iliaques, mais aussi un riche plexus veineux qui entoure la partie postérieure du sacrum, appelé plexus de Batson, et le plancher pelvien. Ainsi, en cas de rupture importante du bassin, ces vaisseaux peuvent être déchirés et il y a beaucoup d'hémorragie. La plupart des saignements ont tendance à être veineux, mais il peut aussi y avoir des saignements artériels. Lorsque vous pensez aux fractures du bassin et aux lésions de l'anneau pelvien, gardez à l'esprit que le bassin est un anneau. Ainsi, si vous avez une rupture à un endroit, il y aura une autre rupture ailleurs. Souvent, la lésion antérieure est plus facile à voir sur les radiographies du plan, mais il faut toujours être à l'affût d'une lésion postérieure qui peut être plus subtile et qui sera liée à la première. Lorsque nous parlons de classification des fractures, la classification la plus courante que nous utilisons est celle de Young et Burgess, et elle est réellement conçue pour décrire la force de déformation qui a blessé le bassin. Les quatre types que vous allez voir ici sont les lésions de compression AP, les lésions de compression latérale, les lésions de cisaillement vertical et les lésions combinées. Les lésions combinées peuvent être une combinaison de deux d'entre elles, ou impliquer une fracture acétabulaire en plus de l'anneau pelvien lui-même. Les lésions de compression AP sont typiquement ce que nous appelons des lésions à livre ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation du bassin antérieur et qu'il s'ouvre. Les lésions APC1 sont stables et impliquent un très petit diastasie de la symphyse pubienne. Les lésions APC2 sont des lésions instables où les ligaments antérieurs sont tous déchirés, mais où la charnière postérieure est intacte, de sorte que ces lésions s'ouvrent généralement sur 5 cm ou moins. La partie antérieure de l'articulation sacro-iliaque est perturbée, mais la partie postérieure est intacte. Ce qui est bien, c'est qu'en réduisant l'avant, l'arrière se réduit souvent de manière anatomique, et les trois blessures APC sont les plus graves. Il s'agit d'une éviction complète de l'hémipelvis,
où tous les ligaments postérieurs sont également perturbés. Les lésions par compression latérale sont très fréquentes dans les accidents de la route, en particulier en cas de choc latéral. Ici, la classification de Young et Burgess ne décrit pas vraiment la gravité de la blessure, mais simplement ce qui est cassé. Ainsi, une fracture par compression latérale implique une fracture du sacrum avec des fractures unilatérales des branches. Ces fractures peuvent être stables ou instables, en fonction de l'importance du déplacement du patient. Les fractures à compression latérale 2 impliquent ce que l'on appelle une fracture en croissant, qui est une fracture luxation de l'articulation sacro-iliaque. Associées à ces fractures des branches, elles sont plus souvent instables et nécessitent souvent une réduction ouverte. Enfin, les lésions de compression latérale 3 se présentent sous la forme d'un modèle balayé par le vent, où un côté du bassin est poussé vers l'intérieur et présente un modèle de compression latérale 1 ou de compression latérale 2, tandis que le côté contralatéral présente un modèle APC et a en fait été poussé vers l'extérieur. Il s'agit donc de blessures particulièrement graves qui nécessitent une attention urgente. Les fractures verticalement instables, ou fractures verticales de cisaillement, surviennent souvent à la suite d'une chute de hauteur, et ici un hémibassin est entraîné vers le haut. Il peut s'agir d'une fracture ligamentaire, comme dans ce diagramme, ou d'une dislocation fracturaire, avec une fracture sacrée ou une fracture des ramifications, ou les deux à la fois. Mais là encore, il y a une migration verticale de l'hémibassin. Ces schémas sont particulièrement bons à traiter par traction dans un premier temps pour ramener l'hémipelvis vers le bas, et cela peut être utile aussi pour atteindre votre réduction. Dans la salle d'opération, il faut faire attention à une fracture d'évulsion de l'apophyse transverse L5. C'est souvent le signe d'un déplacement beaucoup plus important au moment de la blessure que ce que vous voyez sur les clichés des urgences. Enfin, les modèles combinés de Young et Burgess. Il s'agit de fractures mutilées où il y a beaucoup de perturbations, et il est un peu difficile de s'y retrouver. Il peut également s'agir d'un anneau pelvien combiné à une fracture acétabulaire. De nombreuses études se sont penchées sur la manière dont les systèmes de classification sont appliqués, et on constate une grande variabilité. C'est pourquoi, au lieu de se contenter de décrire quelque chose sur la base d'un système de classification, je pense qu'il est préférable d'utiliser une terminologie descriptive lorsque l'on discute de ces blessures. La lésion antérieure est-elle la symphyse pubienne? Y a-t-il des fractures des branches? S'agit-il d'une lésion augmentant le volume, où les choses sont écartées, ou d'une lésion où les choses sont écrasées? Quelle est la lésion postérieure? Et est-elle déplacée? Voyez-vous une fracture sacrée? Voyez-vous une lésion sacro-iliaque? Et puis, dans l'ensemble, quel est le modèle de stabilité globale? Le bassin est-il relativement stable et ressemble-t-il à un bassin? Est-il instable en rotation, c'est-à-dire qu'il y a une rotation vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou y a-t-il une composante verticale? Souvent, lorsque nous parlons de la fixation et de la réduction des lésions de l'anneau pelvien, nous parlons de la stabilité du bassin. Et cette stabilité peut prendre deux formes. Soit le bassin est stable, soit il est instable en rotation lorsque les ligaments postérieurs, l'arrière de la charnière, sont intacts et que le bassin peut tourner ouvert ou fermé, mais que la partie postérieure se maintient, soit il est instable verticalement ou globalement, lorsque l'ensemble de l'hémibassin est libre. Il est donc très important de différencier ces deux éléments pour déterminer le bon traitement. L'autre élément important à prendre en compte est le volume du bassin. Certaines fractures du bassin, en particulier les fractures de type APC, augmentent le volume du bassin. Le problème est que plus de volume signifie plus d'endroits où le sang peut s'accumuler dans le bassin. Vous n'avez donc pas besoin de vous souvenir de cette équation, mais sachez que l'équation d'une portion de cône, qui est en quelque sorte la forme de l'intérieur du bassin, est liée au rayon, à la deuxième puissance. C'est vrai. Donc le carré du rayon. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous avez ne serait-ce que quelques centimètres de diastase à l'avant, vous pouvez doubler ou tripler le volume à l'intérieur du bassin très rapidement. Il s'agit donc de lésions qui peuvent entraîner une importante perte de sang. Les patients peuvent perdre des litres de sang dans leur bassin, et ces lésions peuvent mettre leur vie en danger si elles ne sont pas traitées. Pour en venir à la radiologie, quand faut-il faire des radiographies? Je pense que tout patient victime d'un choc contondant qui se présente aux urgences doit subir une radiographie du bassin. Ici, aux USA, on envoie fréquemment les gens au scanner pour des images avancées. Parfois, si le patient va directement au scanner, une radio pelvienne n'est pas requise. Néanmoins, je la juge essentielle pour décider du premier traitement des patients. Je recommande donc de la réaliser quand c'est faisable. Lorsque vous interprétez vos radiographies, vous devez adopter une approche systémique. Parlons donc un peu des radiographies.
Il s'agit d'une radiographie classique du bassin AP. Je n'en ai jamais vu d'aussi bonne chez un patient traumatisé, mais il faut avoir une approche systématique. Personnellement, je commence par l'avant et je passe ensuite à l'arrière. La première chose que je fais, c'est de regarder la symphyse pubienne et de vérifier s'il y a un diastasie ou un élargissement. Je regarde ensuite à travers le rami pour voir s'il y a un signe de fracture du ramus. En général, ils seront couplés en supérieur et en inférieur. Je regarde ensuite la crête iliaque, où l'on peut voir une fracture en croissant sortir à un moment donné. Je regarde la partie antérieure de l'articulation sacro-iliaque et vous devriez pouvoir la comparer au côté contralatéral. Si vous regardez attentivement, vous pouvez souvent voir aussi la partie postérieure. Enfin, je regarde le sacrum. L'examen du neuroforamen en particulier permet de déceler une lésion subtile. Souvent, il y a une petite ride ou une boucle dans l'un des foramens, et c'est ce qui indique qu'il y a une lésion sacrée dans la zone 1 ou 2. Enfin, j'observe la congruence des lignes iliopectinales et ilioischiales lorsqu'elles remontent. Elles doivent rencontrer la base du deuxième neuroforamen sacré. Si elles ne s'alignent pas avec le bas du deuxième neuroforamen, cela peut indiquer qu'il y a eu une migration verticale de l'hémipelvis. Enfin, je guette la fracture de l'apophyse transverse. Encore une fois. Si l'apophyse transverse LF5 est évoluée, c'est le signe qu'il y a eu beaucoup plus de déplacement à un moment donné. C'est ainsi que j'aborde la radiographie du bassin lorsque j'examine l'anneau pelvien. Mais l'autre type de lésion que nous voyons souvent dans le bassin sont les fractures acétabulaires. Lorsque j'examine les radiographies de ces fractures, l'approche est légèrement différente. Je recherche ce que l'on appelle les 6 lignes cardinales acétabulaires. Il y a la ligne iliopectinée, la ligne ilioischiatique, le dôme acétabulaire ou sourcil, la paroi antérieure, la paroi postérieure et la goutte d'eau. Outre les 6 lignes cardinales décrites par Judet et Le Trenel, je regarde aussi l'anneau obturateur, car il est très utile pour classer les fractures. Et la ligne de Chanton, qui permet de déterminer s'il y a luxation de la hanche. Voici donc le même bassin. La première chose que je recherche est la ligne iliopectinée. Elle part de l'articulation sacro-iliaque, traverse l'acétabulum et descend le long du bord supérieur de la branche pubienne. Cela représente la colonne antérieure. Je regarde ensuite la ligne ilioischiatique, qui part également de l'articulation sacro-iliaque, longe la plaque quadrilatérale et va jusqu'au bord supérieur de la branche inférieure du pubis. Il s'agit à nouveau de la ligne ilioischiatique, qui représente la colonne postérieure de l'acétabulum. Le sourcil est le dôme radiographique. La goutte d'eau est en fait une confluence de deux parties différentes du bassin. Si vous constatez une perturbation de ce point, cela peut être le signe que la fracture sort par la partie inférieure de l'acétabulum, comme dans le cas d'une fracture en T, par exemple. Si vous regardez très attentivement, vous pouvez toujours voir la paroi postérieure et la paroi antérieure. L'astuce consiste à regarder le bord latéral du dôme, puis, pour la paroi postérieure, à faire descendre l'œil jusqu'au bord latéral de l'ischion. Pour la paroi antérieure, on part du même endroit, le bord latéral du dôme, mais on descend jusqu'au bord inférieur de la branche supérieure du pubis. Enfin, je regarde l'anneau obturateur pour voir s'il y a une perturbation à cet endroit. Et voici la ligne de Chanton. C'est la congruence entre le calcaire et la partie inférieure du col du fémur lorsqu'il s'incurve. Elle doit s'aligner pour créer un arc lisse avec le bord inférieur de la branche supérieure du pubis. Si cette ligne est perturbée, c'est le signe d'une luxation de la hanche. La plupart des luxations de la hanche peuvent être détectées assez facilement parce que la tête n'est pas congruente sous le dôme. Mais de temps en temps, vous en trouverez un où il est simplement disloqué postérieurement et l'espace articulaire lui-même semble en fait correct. Mais la ligne de Chanton sera perturbée, et c'est un signe que la hanche est à l'arrière et qu'elle vient de s'aligner avec le dôme. Donc, encore une fois, lorsque vous mettez tout cela ensemble, ce sont les choses, n'est-ce pas? Les 6 lignes cardinales plus l'anneau obturateur et la ligne de Chanton. Donc, lorsque vous regardez une fracture acétabulaire, et que vous allez parler plus tard de la classification ou du traitement de celle-ci, ce sont les lignes que vous voulez examiner pour définir ces blessures. Ou le traitement de ces blessures, mais ce sont les lignes à suivre pour définir ces blessures. Pour l'acétabulum, en plus de l'AP pelvis, nous utilisons l'imagerie avancée. Nous utilisons des vues de Judet, qui sont essentiellement des vues orthogonales du bassin. L'oblique de l'obturateur se fait avec le patient tourné à 45 degrés vers le faisceau de rayon X. Vous regardez donc directement le long de l'obturateur, dans l'axe de l'acétabulum. Vous regardez donc l'anneau obturateur, alors que l'oblique iliaque est à l'opposé. Le patient est tourné à 45 degrés.
Voici donc un exemple de patient souffrant d'une fracture de l'acétabulum. C'est un peu difficile à voir sur la P, mais c'est le côté gauche qui est touché. Nous allons donc prendre des vues de Judet pour mieux comprendre. Voici l'oblique iliaque de la hanche gauche et l'oblique de l'opérateur de la hanche droite. Sur le côté droit, vous pouvez voir la colonne antérieure. Nous n'appelons plus cela la ligne iliopectinée. Nous l'appelons la colonne antérieure et la paroi postérieure. La vue obturatrice permet donc de voir la colonne antérieure et la paroi postérieure. Et sur la hanche gauche, c'est l'oblique iliaque. Ce qui est bien, c'est que vous avez les deux sur une seule vue, et il y a encore la colonne postérieure. Elle part de l'articulation sacro-iliaque et longe la grande échancrure sciatique. On voit l'épine ischiatique, puis l'ischion lui-même et enfin la paroi antérieure. Sur cette vue, on ne voit donc pas de rupture. Tout semble parfait. Voici à nouveau l'autre côté. Il s'agit d'une oblique iliaque de la hanche droite. Il y a la colonne postérieure. Tout est intact. Puis la paroi antérieure. Nous voyons maintenant la blessure sur le côté gauche. Il y a la colonne antérieure, qui est intacte, et la paroi postérieure. Il s'agit donc d'une fracture acétabulaire déplacée de la paroi postérieure. Voici un exemple d'examen pour une fracture de l'anneau pelvien. Nous regardons à nouveau vers l'avant. Tout d'abord, la symphyse pubienne est réduite. Nous constatons des fractures des branches supérieures et inférieures du pubis du côté gauche. Le bord du bassin est correct. Et si vous regardez attentivement le neuroforamen à l'arrière, vous remarquerez qu'il y a une asymétrie. Il y a une fracture du sacrum gauche dans la zone 2. Dans le cas des lésions de l'anneau pelvien, il y a donc deux lésions, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Il s'agit de l'exemple que nous avons présenté au début de l'exposé. Un grand diastasie à l'avant. C'est facile à voir, mais si vous regardez attentivement, vous pouvez aussi voir à l'arrière une rupture de l'articulation sacro-iliaque droite. Il s'agit donc d'une lésion APC3 avec dissociation complète de l'hémipelvis droit. Les tomodensitogrammes sont extrêmement utiles pour définir l'anatomie d'une lésion pelvienne, mais ils ne sont pas nécessaires pour le traitement initial. Si l'on peut en obtenir un chez un patient stable, il est évidemment utile. Mais encore une fois, ils ne guident pas le traitement initial. Ils sont certainement utiles pour guider la fixation du sacrum, par exemple. Je fais donc toujours un scanner avant d'aller en salle d'opération si je le peux, mais il n'est pas nécessaire de l'avoir pour le premier traitement initial. Le scanner est très utile pour définir la lésion postérieure, car c'est ce qui est le plus difficile à voir sur les clichés. Ici, les coupes axiales montrent une rupture complète de l'articulation sacro-iliaque droite, ce qui correspond à une lésion APC3 ou, dans l'autre exemple, à une fracture de la zone 1 du sacrum, ce qui est compatible avec une lésion par compression latérale. Si l'on passe un peu à la question du traitement, la raison pour laquelle les fractures peuvent poser problème est le saignement. Le déplacement de la fracture peut déchirer les artères et les veines. Il peut entraîner une augmentation du volume du bassin, où l'on perd l'effet de tamponnement d'un caillot sanguin. Et lorsqu'il y a beaucoup de perturbations, l'hémibassin est instable et il peut bouger, ce qui peut perturber le caillot. Et dans le cas d'une fracture très grave, de nombreux plans faciaux sont perturbés et le sang peut vraiment remonter le long du patient. Le saignement peut provenir de la corona morti, qui est l'anastomose entre le système obturateur et le système iliaque qui passe par la branche supérieure du pubis. Certaines fractures par compression latérale sont donc associées à de nombreux saignements à cet endroit. Ici, aux États-Unis, nous utilisons beaucoup l'angiographie pour contrôler les saignements en coagulant directement les vaisseaux et en recourant à l'embolisation. Si l'on considère la mortalité des patients victimes d'un traumatisme contondant, la première vague de mortalité survient dans les premières minutes, généralement à la suite d'un traumatisme contondant à la tête ou d'une hémorragie massive. Ces patients ne peuvent pas être sauvés et certains meurent malheureusement sur place. Il y a ensuite un groupe de patients qui meurent dans les heures qui suivent, à la suite d'une hémorragie. C'est là que se situent les fractures pelviennes graves et que vous avez une chance de faire la différence. Il y a ensuite une troisième vague de mortalité liée à la réaction inflammatoire systémique au traumatisme, à la défaillance multiorganique et aux problèmes pulmonaires en soins intensifs. Ainsi, lorsque vous travaillez sur les fractures pelviennes, vous essayez vraiment de réduire le nombre de patients qui meurent dans les premières heures de leur traumatisme à cause d'une hémorragie. Les principes ATLS des voies aériennes, de la respiration et de la circulation sont le point de départ pour tous ces grands patients polytraumatisés.
Les traumatismes pelviens s'inscrivent vraiment dans le cadre de la circulation. Il faut empêcher l'hémorragie du bassin pour sauver la vie de la personne. Si un patient présente une lésion de l'anneau pelvien déplacé, c'est le signe d'un traumatisme à très haute énergie. Il faut être très prudent lors de l'examen et rechercher d'autres lésions, et évaluer la stabilité osseuse du bassin. Nous y reviendrons à plusieurs reprises, mais je pense que lorsque vous prenez en charge ces patients, vous devez penser à 3 choses en même temps. Il faut penser à la réanimation du patient. Il faut penser à la façon de stabiliser le squelette osseux pour éviter une nouvelle hémorragie et réduire le volume du bassin. Et vous devez réfléchir à la manière de contrôler directement une hémorragie. La réanimation du patient commence par l'administration de sérum physiologique. La plupart des patients traumatisés reçoivent 1 à 2 litres de sérum physiologique à leur arrivée à l'hôpital, mais après cela, il faut passer aux produits sanguins. Ces patients ne saignent pas avec du sérum physiologique, mais avec du sang, qui doit être remplacé. Souvent, lorsqu'un patient a besoin de plusieurs unités de sang, il faut lui donner une combinaison de concentrés cellulaires, de plasma frais congelé et de plaquettes pour restaurer tous les facteurs de coagulation qu'il utilise, en essayant d'arrêter leur propre hémorragie. Certains centres utilisent du sang total, ce qui, à mon avis, est une autre excellente option pour la réanimation de ces patients. Et il faut garder le patient au chaud. Il saigne et s'il devient coagulopathique parce qu'il a froid, il peut mourir. Il est donc important de réchauffer le patient et d'effectuer une réanimation agressive en même temps. Il faut penser à stabiliser le bassin. La façon la plus courante de le faire est d'utiliser un drap ou un classeur. Je pense qu'un drap est parfaitement adapté et fonctionne tout aussi bien. Ensuite, on passe à des choses plus invasives, plus difficiles, en appliquant un fixateur externe, une pince en C, qui est un outil particulièrement utile pour les blessures postérieures, ou même en emmenant le patient d'urgence en salle d'opération pour une chirurgie de la fracture. Les draps pelviens sont faciles à mettre en place et peuvent sauver des vies. Chaque année, nous avons quelques patients dont la vie est sauvée en salle d'urgence par nos résidents qui mettent un drap ou un classeur. En cas de doute, il faut le mettre. Ne vous préoccupez pas trop du schéma de fracture. Les draps ne sont pas très utiles pour les blessures par compression latérale, mais si vous n'êtes pas sûr du schéma, si vous appliquez un drap, cela peut aider à stabiliser la situation, quelle qu'elle soit. La clé de la mise en place du drap est de placer le drap bas autour des trochantères. Il peut être placé au-dessus de la crête du bassin, mais il doit également être bas au-dessus du trochantère. Le drap doit être très serré, aussi serré que possible à la main, mais il ne faut pas utiliser un manche à balai ou un autre outil pour le serrer trop fort. Je pense également qu'il est utile d'envelopper les genoux et les orteils pour rapprocher le bassin. Voici à quoi cela ressemble sur un patient que nous avons emmené en salle d'opération. Et leur drap. Il y a un drap autour des grands trochantères qui est attaché et clampé, puis un drap autour des genoux. L'autre astuce que je fais souvent est d'utiliser du ruban adhésif en mousse et de coller les orteils ensemble, de garder les pieds ensemble, de garder les jambes ensemble et de réduire le volume pelvien autour des trochantères. Utilisez les trochantères dans les hanches comme moyen indirect de rapprocher le bassin. Il ne doit pas être trop haut et peut être laissé en place si le patient a besoin d'une laporotomie exploratoire ou d'une autre chirurgie abdominale. Ensuite, il faut rapprocher les pieds. Maintenant, j'en suis arrivé à ne plus scotcher que les orteils. La fixation externe est utilisée pour assurer une stabilité temporaire ou permanente. Nous l'utilisons encore occasionnellement comme traitement définitif pour certaines lésions de l'anneau pelvien. Elle est très efficace pour contrôler le bassin antérieur, mais elle est assez éloignée des éléments postérieurs et ne contrôle pas très bien le bassin postérieur. Mais ce n'est pas grave. Il assure la stabilité et retient les choses, ce qui permet au caillot de se former et à l'hémorragie d'être contrôlée. La pince en C est un outil utilisé pour réduire le bassin postérieur. Son utilisation est un peu plus délicate et peut être dangereuse. Il faut une fluoroscopie pour le mettre en place en toute sécurité, mais il s'agit essentiellement d'une pince qui fixe les articulations sacro-iliaques et comprime l'anneau pelvien postérieur. C'est une technique que nous n'utilisons pas très souvent, mais qui peut s'avérer utile dans le cas de certaines blessures qui sont vraiment déplacées dans le dos. Et enfin, la fixation interne par réduction ouverte. Cela prend un peu plus de temps, mais en particulier le clampage et la mise en place des plaques. Le bassin antérieur peut être réalisé assez rapidement si l'on dispose des bons outils, ce qui permet d'améliorer la stabilité. Mais dans le cas d'un patient instable, il est préférable de ne pas procéder à cette opération. Enfin, stopper l'hémorragie est crucial. Aux USA, 2 méthodes existent, angiographie ou tamponnement rétropéritonéal. L'angiographie, souvent privilégiée, permet chez 15 patients avec hémorragie artérielle et fracture pelvienne sévère, une maîtrise par Qualling. Pour les saignements veineux,
Le gel mousse peut obstruer les iliaques internes des deux côtés. Cela dure de 24 à 48 heures avant qu'il ne se recanulise. Mais pendant ce temps, l'hémorragie est vraiment contrôlée, et nous appelons cela l'angiographie de contrôle des dommages. La plupart des centres aux États-Unis utilisent cette technique pour contrôler les hémorragies et les mauvaises fractures pelviennes. Un autre outil que j'ai personnellement trouvé très utile est le tamponnement rétropéritonéal. Il s'agit d'un concept similaire à celui de l'abdomen, sauf que tout est gardé dans le rétropéritoine. Il s'agit essentiellement d'appliquer des compresses pour exercer une pression directe, arrêter les saignements et remplir un espace dans le bassin. Elle n'est cependant utile que si le bassin est stabilisé d'une manière ou d'une autre. Vous avez besoin d'un fixateur externe ou d'une forme de stabilisation du bassin pour maintenir les os ensemble afin que vous ayez quelque chose contre quoi vous pouvez vous tasser. Sinon, vous ne ferez qu'écarter les os avec vos coussins abdominaux. Certaines études ont montré que cette méthode était très efficace pour réduire la mortalité dans les cas de lésions de l'anneau pelvien. Cette technique est beaucoup plus répandue en Europe, mais certains centres aux États-Unis en font leur traitement de routine pour les hémorragies pelviennes. En ce qui concerne la technique, il est préférable d'effectuer une incision sur la ligne médiane inférieure. Pour des raisons de contrôle des dégâts, je préfère une incision verticale, mais il faut réduire et fixer temporairement le bassin, puis 4 à 6 compressions dans chaque hémibassin, puis revenir en salle d'opération pour un échange dans l'idéal dans 48 heures, mais peut-être 72 pour échanger les compressions ou les retirer, en fonction de l'état du patient. Je vais donc passer en revue l'anatomie de cette procédure. C'est quelque chose que nous avons fait sur un cadavre, mais cela montre bien l'anatomie. Dans un contexte traumatique, je privilégierais une incision verticale, bien que vous puissiez utiliser une incision traditionnelle en éventail ou transversale. Dans cet exemple particulier, pour l'incision cutanée, j'ai utilisé un phalanstiel, mais encore une fois, chez un patient traumatisé qui est instable, j'opterais pour une incision verticale parce que c'est un peu plus rapide et un peu plus facile de trouver la ligne médiane. Une fois l'incision pratiquée, on trouve les muscles droits, on identifie l'albe linéaire et on divise cet albe linéaire pour trouver l'espace rétropubien, ce qui est assez simple. Vous tirez ensuite sur le côté, et vous pouvez maintenant voir la vessie à l'intérieur du patient. Il faut la protéger. Je place souvent un coussinet ou un écarteur malléable pour protéger la vessie, puis on peut appliquer un clan. Si vous avez une lésion APC, ce qui est la raison la plus fréquente, vous pouvez appliquer un clan à la symphyse, puis vous pouvez emballer profondément dans le pelvis. C'est vrai. Ce n'est pas sur le dessus du bassin, c'est profondément dans le vrai bassin contre les plaques quadrilatérales. Souvent, on adopte une approche combinée qui consiste d'abord à poser un drap, à stabiliser le patient ou à utiliser un bandage, à effectuer une fixation temporaire et un emballage, puis à procéder à une angiographie en cas de saignement persistant. Il a été démontré que cette approche donne probablement les meilleurs résultats en termes de mortalité et de fracture de l'anneau pelvien. C'est le protocole que nous utilisons ici au Brigham and Women's Hospital. Si un patient arrive, que son état hémodynamique est stable et que sa lésion de l'anneau pelvien est stable, nous l'observons et la plupart de ces patients sont traités de manière non chirurgicale. Si vous avez un patient hémodynamiquement stable qui a une fracture déplacée, c'est quelqu'un qui a besoin d'être réduit. Il faut donc lui mettre un drap, il peut avoir besoin d'une traction. S'il est verticalement instable et probablement à un moment donné au cours du premier ou des 2 premiers jours de son hospitalisation, il ira au bloc opératoire pour une prise en charge définitive de son anneau pelvien, mais il ne s'agit pas d'une urgence s'il s'agit d'un patient hémodynamiquement instable. Une personne hypotendue doit être réanimée. Si la fracture du bassin est relativement mineure et non déplacée, il s'agit d'un patient qui peut présenter un saignement dans le bassin lié à une lésion artérielle. L'angiographie peut donc être utile, mais il faut vraiment rechercher une autre source de saignement chez ce patient. Si vous avez un patient dont l'état hémodynamique est instable et qui présente une lésion de l'anneau pelvien fortement déplacée ou instable, ce sont les patients qui nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence. C'est donc à ces patients que nous poserons d'urgence un fixateur externe, puis nous les conditionnerons ou les enverrons en angiographie, en fonction des ressources dont nous disposons. Si l'on rassemble tout cela dans un cas, il s'agit d'un patient qui s'est présenté il y a quelques semaines ici à Brigham. Il s'agit d'un homme de 44 ans qui a été victime d'un accident de moto, d'une fracture ouverte du fémur gauche, d'une amputation de la main gauche et qui est arrivé en état d'instabilité hémodynamique avec une lésion de l'anneau pelvien. Il est évident qu'il a beaucoup de problèmes, mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller en salle d'opération. Il présente donc une lésion APC2 bilatérale. L'avant est assez déplacé, la symphyse pubienne est intacte, mais le bassin est large. Et si vous regardez à l'arrière, vous pouvez voir que les 2 articulations sacro-iliaques sont élargies. Il s'agit donc d'une blessure grave qui met la vie en danger et qui nécessite un traitement urgent en plus des autres blessures. Il a donc été amené en salle d'opération pour une fixation externe.
Vous pouvez voir ici les broches du fixateur externe et le volume du bassin a maintenant été réduit. Il s'agit d'une réduction quasi anatomique de l'anneau pelvien antérieur avec encore un léger écartement des articulations sacro-iliaques en arrière. Vous pouvez voir les compresses rétropéritonéales des plans de Lapp, encore une fois, profondément dans le bassin, pas au-dessus, profondément à l'intérieur du vrai bassin, contre la plaque quadrilatérale. Il s'agissait donc de notre premier dispositif de contrôle des dommages. Il a ensuite subi une angiographie et, 2 jours plus tard, nous avons retiré les compresses. Voilà où il en était à ce moment-là. Vous pouvez voir les broches du fixateur externe sur le fémur gauche. Après l'avoir réanimé, nous l'avons ramené pour une fixation définitive de l'anneau pelvien. Compte tenu de la blessure antérieure, nous avons choisi d'utiliser un fixateur externe comme fixation définitive. Nous avons donc procédé à une fixation bilatérale de l'anneau pelvien postérieur, à une fixation sacro-iliaque du côté gauche, à une fixation transsacrée du côté droit, puis nous l'avons converti en ce que nous appelons un cadre de Hanovre, qui est un peu plus facile pour le patient. 2 broches à l'avant avec un cadre antérieur. Voici à quoi ressemblent les choses immédiatement après sa blessure et son opération définitive. 7 mois plus tard, sa fracture est guérie, il marche bien et se porte bien. En bref, il est crucial d'identifier les fractures pelviennes graves comme des lésions à haut risque. Il est essentiel de déceler et rapporter les types de fractures sur les images. Utiliser un langage descriptif est très bénéfique. Pas besoin de détailler les classifications. Décrivez simplement l'apparence. Faites des radiographies pour tout trauma direct et un scanner pour confirmer et préparer la réparation, si possible. La prise en charge d'urgence de ces patients est nécessaire pour les fractures déplacées, en particulier chez les patients dont l'état hémodynamique est instable. Il s'agit d'urgence vitale. Vous voulez réanimer ces patients de manière adéquate, pensez à 1 pour 1 pour 1. Il faut donc remplacer les cellules sanguines qu'ils perdent par du plasma et des plaquettes pour leur permettre de coaguler et de guérir leurs blessures. Il faut stabiliser le bassin, ce qui implique l'utilisation d'un drap pour réduire le volume du bassin et maintenir les choses stables, afin de permettre aux caillots de se former et d'agir. Vous pouvez également envisager une fixation externe, une pince sensée ou une fixation interne par réduction ouverte, en fonction de la situation et de vos ressources. Quelque chose pour freiner l'hémorragie. Si l'angiographie est accessible, c'est souvent la norme aux USA. Pour ma part, les tampons pelviens sont très efficaces, réalisables avec des tampons abdominaux. Mais il faut stabiliser le bassin avant de tamponner, pour avoir un support. Pour y revenir, il s'agit de la triade de traitement des patients souffrant de fractures pelviennes déplacées. Réanimer, prendre en charge et restaurer les produits sanguins, stabiliser le bassin et contrôler l'hémorragie. Nous vous remercions.